la CEMAC qui s'impose à nous, quelles sont les pratiques dans ce genre de situation. Puisque, comme vous l'avez vu, il y a plusieurs parties prenantes. Le ministère du Commerce, ici représenté. La création d'entreprises. Le ministère du Travail, ici représenté. Mais l'ordre qui est au centre du jeu, la DPM, qui normalement s'occupe des normes, mais ne doit plus faire le contrôle, ni la répression, ni l'inspection, qui dans cette pratique ne se retrouve à aucun endroit. Donc on a demandé à notre expert de pouvoir nous édifier sur cette situation. En prenant le temps qu'il faut pour qu'on comprenne bien. Merci, monsieur l'inspecteur général. Je ne vais pas me représenter, je l'ai dit tout à l'heure, mais je voudrais remercier le ministère de la Santé d'avoir associé la Fondation congolaise pour l'accès aux médicaments à ce débat. La Fondation congolaise pour l'accès aux médicaments est une ONG congolaise qui se veut appuyer les pouvoirs publics, les partenaires, mais aussi les formations sanitaires et même les populations à améliorer l'accès aux médicaments, à faire en sorte que partout où il y a un citoyen, que ce citoyen ne puisse pas manquer du médicament dont il a besoin et sans que cela ne l'appauvrisse. Cela est notre objectif, notre ambition, et nous pensons que ce débat entre bel et bien dans le cadre de nos préoccupations, puisqu'il s'agit de la fermeture des officines, qui peut avoir un impact certain sur l'accès aux médicaments, qui peut avoir un impact sur la santé elle-même, puisque les populations peuvent être amenées à manquer de médicaments. Et pour cela, nous nous sommes proposés de vous entretenir, Diapo, sur quelques petits points. D'abord, quelle est la nature de l'activité officinale? Ensuite, le statut de l'officine, les conditions de fermeture et leur incidence. Et ensuite, après avoir parcouru quelques expériences et les avoir confrontés à ce qui se fait ici, nous allons suggérer une démarche pour arriver à la fermeture des officines de pharmacie au Congo. Alors, c'est quoi une officine de pharmacie? Mon collègue l'a dit tout à l'heure, en termes simples, une officine, c'est un établissement qui effectue de la vente au détail des médicaments et produits pharmaceutiques. Et quand on a dit qu'il y a des termes qui devraient nous interpeller, d'abord, c'est le terme établissement. Ensuite, c'est le terme vente, vente au détail, et la nature de ce qui est vendu. Ce qui fait donc que l'officine est un espace de santé. Mais l'officine est également un commerce. L'officine est une entreprise et c'est le lieu d'exercice d'une profession réglementée. Et nous allons le voir en détail. Alors, pourquoi espace de santé? Parce qu'elle contribue effectivement aux soins de premier recours. Le pharmacien est le premier agent de santé que l'on peut rencontrer quand on a un problème de santé, sans que cela ne nous prenne du temps, sans que cela ne nous coûte de l'argent. On va voir le pharmacien, on ne paye rien. Et il est censé être disponible pendant toutes les heures d'ouverture de son établissement. Mais il participe également à la coopération entre les professionnels de santé, parce qu'il reste quand même le lien entre le médecin, le biologiste et le patient. Et donc, il joue le rôle d'acteur majeur. Mais il y a également la permanence de soins, puisque même quand la pharmacie est fermée, il est tenu de communiquer son numéro de téléphone de sorte qu'il soit consulté même quand la pharmacie est fermée. Et je vous prie de commencer à vous familiariser avec le numéro de téléphone des pharmacies. De notre côté, la FOCAM s'arrange maintenant à mettre à la disposition des populations les contacts téléphoniques, les adresses notamment des pharmacies de garde, afin de vous permettre d'échanger en permanence avec votre pharmacien, parce que ça fait partie de ses responsabilités. Mais aussi, le conseil qu'il dispense à son comptoir, qui est gratuit. Il passe beaucoup de temps à dispenser des conseils et au-delà même du médicament, il nous aide à améliorer nos conditions de vie, nos conditions de soins. C'est tout ça qui fait que la pharmacie est avant tout un espace de santé. Ensuite, la pharmacie est un commerce, puisqu'il vend au détail à une clientèle ouverte. Il ne vend pas
à une entreprise, il ne vend pas à un individu fixe, mais il le vend à un public ouvert. C'est donc bel et bien un commerce. Mais ensuite, la pharmacie, c'est un fonds de commerce. Si c'est un fonds de commerce, c'est que c'est bel et bien un commerce. Et il faut qu'on le retienne. Le pharmacien est donc un commerçant, puisqu'il exerce cette activité de commerce et il est soumis aux obligations du code de commerce. La preuve, c'est qu'il doit être inscrit au registre du tribunal du commerce pour pouvoir exercer. Troisièmement, c'est que la pharmacie, c'est une entreprise. Ce qu'on oublie souvent. La pharmacie est une entreprise. Il est difficile de voir un pharmacien se présenter comme PDG, mais c'est le patron d'une entreprise. C'est ainsi qu'il doit se présenter. Pourquoi? Parce qu'il remplit toutes les obligations qu'une entreprise doit remplir. Il a un statut. Il y a deux modes. On peut exercer en entreprise individuelle, soit en société. Mais c'est une entreprise. Et il faut que la pharmacie soit traitée comme cela, comme une entreprise. Et la pharmacie est soumise aux différentes taxes des entreprises, notamment des entreprises à responsabilité limitée. Enfin, d'accord, il y a une diapo qui a lu sur ça. Non, on repart. On peut poursuivre. C'était l'exercice de la profession réglementée. Pour exercer, il faut être inscrit à l'ordre des pharmaciens. Nul ne peut exercer la pharmacie au Congo s'il n'est inscrit à l'ordre des pharmaciens. Et l'ordre est garant de la probité morale. L'ordre est garant de l'éthique du pharmacien. Et pendant toute la durée de son exercice, l'ordre doit veiller à ce que ce pharmacien ne puisse pas poser des actes qui ne sont pas éthiques. C'est la responsabilité de l'ordre des pharmaciens. C'est donc de dire qu'un seul individu, notamment lorsqu'il s'agit d'une entreprise unipersonnelle, un seul individu se retrouve alors sous la pression de plusieurs administrations. Il relève de la santé, mais il relève également de toutes les autres administrations qui gèrent les aspects commerciaux, qui gèrent les aspects commerciaux plutôt, qui gèrent les aspects d'entreprise, et parfois même, lorsqu'il fait de la préparation, qui gère des aspects d'industrie. Alors, pour cela, lors de l'ouverture d'une officine de pharmacie, il y a tout un parcours que je peux dire de combattant à effectuer. Dans une première phase, ça se passe entre le ministère de la Santé et l'ordre des pharmaciens. Le ministère de la Santé reçoit le dossier, l'envoie à l'ordre des pharmaciens pour instruction. Si les deux s'accordent sur la capacité de ce pharmacien à couvrir, on lui délivre une autorisation provisoire. Et à partir de là seulement, il doit exercer toutes les procédures de création d'une entreprise. C'est la condition pour que cette pharmacie ait son autorisation définitive. Et donc, il doit passer par la justice, par la sécurité sociale, il doit passer par le commerce, le ministère en charge des statistiques. Tout cela aujourd'hui regroupé au sein de l'ACPCE, l'Agence congolaise pour la création des entreprises, ex-guichet unique, là où toutes ces formalités doivent être réalisées. Et ce n'est que quand il aura créé son entreprise qu'il peut repartir au ministère de la Santé pour obtenir une autorisation définitive. En résumé, si ces administrations s'opposent à la création de cette entreprise, l'officine ne pourra pas continuer à fonctionner puisque l'autorisation provisoire est censée ne tenir qu'une année. Diapo. Alors, au regard de cela, il y a des obligations pour la pharmacie. La première, c'est celle que tout le monde connaît. C'est la délivrance des produits de santé. Ensuite, le conseil aux malades. Mais la pharmacie est assujettie à des obligations fiscales. Chaque année, elle doit payer sa patente et divers impôts, mais aussi doit présenter un bilan en fin d'année, doit satisfaire à toutes les obligations des différentes administrations pour lui permettre de fonctionner. La pharmacie doit enfin
répondre à ses obligations patronales. Il doit s'occuper de ses travailleurs, notamment à travers le paiement de la sécurité sociale, aujourd'hui déjà, et demain encore plus, la caisse d'assurance maladie universelle. Je dis aujourd'hui déjà parce que les pharmacies sont déjà prélevés chaque année pour la constitution du fonds de démarrage chaque année. Mais aussi, il y a tout ce qu'il y a comme contribution au niveau de la chambre de commerce. Donc, c'est un patron qui a la responsabilité sociale vis-à-vis de son personnel. Alors, nous l'avons vu tout à l'heure, nous avons essentiellement 4 cas de fermeture des officines de pharmacie. Le premier cas, c'est la cessation volontaire des activités. Le pharmacien décide que ça ne l'intéresse plus. Il veut aller voir ailleurs. Il peut fermer son officine. C'est son goût. Le deuxième cas, c'est lorsque le pharmacien décède. Le troisième, c'est lorsqu'il fait faillite. Et enfin, c'est lorsque la pharmacie est fermée pour des raisons réglementaires. C'est-à-dire ne satisfait pas. On a vu il y a quelques jours encore une pharmacie, parce que le pharmacien n'était pas inscrit à l'ordre des pharmaciens, le ministre de la Santé a annulé l'autorisation. Ça, c'est du réglementaire. Alors, quels sont les impacts possibles lorsque l'on ferme une pharmacie? Premièrement, c'est l'impact sanitaire. Une pharmacie, normalement, elle est implantée pour satisfaire les besoins en médicaments d'une population. Ici, on a dit 10 000 personnes. Chez nous, au Congo, c'est 10 000 personnes. Et lorsque l'on ferme une pharmacie, il faut se dire qu'il y a 10 000 personnes qui ne vont plus avoir accès immédiatement aux médicaments. Ces personnes risquent d'être envoyées vers le marché de la rue, surtout s'il n'y en a pas. Je prends comme si nous avons une pharmacie au niveau de la zone Sadémy, cité des 17, une seule pharmacie convenait à la fermer, ou qu'elle venait à fermer. Que deviendraient toutes les populations de cette zone? Sinon que renforcer la culture de l'utilisation du médicament de la rue, alors que nous combattons ce phénomène. Le deuxième impact, c'est l'impact économique. En tant qu'établissement, en tant que commerce, la pharmacie a des engagements vis-à-vis de ses fournisseurs, principalement les grossistes répartiteurs, là où il y a des créances pour lui permettre de fonctionner. Une fermeture inopinée va créer des problèmes économiques. Parce que comment ces créanciers vont rentrer dans leur fonds? Mais la pharmacie aussi, pour certaines, vont à crédit. Avec la fermeture, comment ces pharmacies vont rentrer en possession de leurs créances pour pouvoir peut-être satisfaire d'autres obligations? Mais il y a des créances vis-à-vis des institutions financières, les banques. Et si ce n'est pas là aussi encadré, où le pharmacien ou ses descendants risquent de se retrouver dans d'énormes difficultés vis-à-vis de ça. Enfin, il y a l'impact social. Lorsque Sotofar a fermé, on a payé des droits, on a envoyé à la CCA, établissement pareil étatique. Mais si une pharmacie ferme aujourd'hui, quel est le devenir de son personnel? Ce personnel qui a peut-être travaillé pendant 10-15 ans, parce que le titulaire est décédé, ce personnel va se retrouver à la rue, sans aucune couverture, sans que rien n'ait été organisé. Cela risque d'avoir des répercussions sociales. C'est pourquoi nous avons parcouru certaines expériences, nous avons essayé de les confronter à l'expérience congolaise, bien qu'au Congo, il n'y ait pas de procédure écrite, mais au moins sur la base de la démarche qui est faite. Et nous avons pu scinder les cas en deux. Nous avons d'abord les cas de fermeture volontaire. C'est-à-dire lorsque un pharmacien décide de fermer, ou alors les héritiers d'un pharmacien décédé décident de ne pas continuer l'activité. Mais ça peut être également une fermeture volontaire lorsque il y a une liquidation judiciaire. Le pharmacien a des problèmes avec la justice, on a prononcé, ou alors dans le cas de sa faillite, on a prononcé une décision judiciaire et il faut qu'il se sépare à ce moment-là de sa pharmacie. Là également, c'est volontaire. Et enfin,
lorsque le délai de gestion qui a été énoncé tout à l'heure, 2 ans après le décès du pharmacien s'il n'a pas d'enfant en bas âge, s'il n'a pas d'enfant mineur, 3 ans s'il a des enfants mineurs et 6 ans s'il a des enfants qui sont engagés dans des études pharmaceutiques. À l'expiration de ce délai, on peut décider de la fermeture de la pharmacie. Ça, ce sont des cas de fermeture volontaire. Et là, comme je disais, en confrontant les procédures que nous avons vues, on peut proposer un schéma dans lequel la famille, donc le pharmacien qui décide ou ses héritiers, puissent adresser un courrier à la direction des pharmacies pour annoncer de la volonté, de l'ambition de fermer la pharmacie. Ce n'est très important parce que vous avez vu que nous avons plusieurs pharmacies où les titulaires sont décédés et l'administration n'a jamais été informée, ces pharmacies continuent à fonctionner. Cela devrait être une obligation légale d'informer. Et à ce moment, la DPM initie à la signature du ministre de la Santé une décision d'annulation de l'autorisation d'implantation et d'ouverture. Mais comme le pharmacien ou la famille qui a écrit a fixé une échéance de fermeture, dans l'intervalle de cette échéance, la décision devrait être signée pour que, à la période échue, que la pharmacie soit fermée. Donc, à la date fixée, la direction des pharmacies doit transmettre le dossier à l'inspection générale de la santé. Puisque la décision a été prononcée, l'inspection générale doit recevoir l'information, les grossistes qui sont chargés d'approvisionner la pharmacie également doivent recevoir l'information, l'Ordre national des pharmaciens aussi, mais également toutes les administrations qui ont été concernées par l'ouverture de cet établissement pharmaceutique doivent être informées de l'annulation de l'autorisation d'ouverture. Parce qu'en fait, le texte que le ministre prend, ce n'est pas la décision de fermeture, mais il doit annuler l'autorisation d'ouverture. Et c'est ce qui doit être transmis pour que chaque administration puisse prendre les dispositions qui lui sont propres. Et immédiatement, l'inspection doit se mettre en marche pour aller contrôler l'effectivité de la fermeture de cette pharmacie et surtout, comment se gèrent les médicaments qu'il y a dans cette pharmacie. Les médicaments impropres à la consommation, c'est-à-dire avariés, périmés, mais aussi les médicaments qui sont encore bons. Ces médicaments qui peuvent faire l'objet de transfert, qui peuvent faire l'objet de dotation, ou encore qui peuvent faire l'objet de destruction. Le deuxième cas de figure, c'est lorsque la pharmacie est fermée pour des raisons réglementaires. À ce moment, c'est l'administration qui décide de la fermeture de la pharmacie. Et là, c'est l'inspection générale, comme dans le cas qui a été évoqué tout à l'heure, qui devrait faire un constat du non-respect de la réglementation par la pharmacie. Et que ce non-respect devrait, au terme de la loi, conduire à la fermeture. Une fois que ce constat est fait, le rapport de l'inspection générale est produit. L'inspection générale doit envoyer une mise en demeure à la pharmacie, en lui rappelant tous les manquements. Et si ce sont des manquements qui peuvent être corrigés, on donne un délai de correction. Passé ce délai de correction, la pharmacie verra ses portes fermées et son activité cesser. C'est la mise en demeure qui devrait être donc adressée. Et une fois que la mise en demeure est adressée, l'inspection transmet le dossier à la direction des pharmacies, qui, elle, va préparer la décision d'annulation de l'autorisation d'implantation et d'ouverture que le ministre de la Santé devra signer. Et à la date fixée, une fois que l'autorisation est prévue, là nous sommes dans la fermeture réglementaire, il faudrait alors que la direction des pharmacies désigne un pharmacien régulièrement inscrit pour la liquidation de cette pharmacie. Parce que, je caricature, si le diplôme du pharmacien est faux, il ne peut pas continuer à exercer. Mais pendant la période de liquidation de son entreprise, il faut que l'on désigne quelqu'un pour gérer l'actif et le passif jusqu'à la fermeture. Et ce serait donc à la direction des pharmacies de désigner à ce moment comme un syndic liquidateur pour s'occuper de cette entreprise.
Et donc, à la date fixée, la décision est transmise à la pharmacie pour la fermeture, mais avec ampliation à l'ordre des pharmaciens, à l'IGS, aux différentes administrations concernées pour leur annoncer que cette pharmacie cesse toute activité. Et enfin, comme pour la première procédure, l'inspection devra se mettre sur le terrain pour aller s'assurer de cette fermeture et de la gestion de ces médicaments propres, impropres ou propres à la consommation. D'accord. La notion de cette période de préavis ou de mise en demeure, elle est très importante. Parce qu'ici, pour un meilleur encadrement, il n'est pas souhaitable, nous avons vu l'impact, qu'une pharmacie soit fermée du jour au lendemain. C'est pourquoi nous devons discuter, nous accorder sur cette période et les autres administrations devraient participer en essayant de mettre un parallélisme de forme avec ce qui se passe dans d'autres secteurs sur cette période à consacrer à la liquidation de la pharmacie. Pourquoi? Parce que pendant cette période, l'administration doit préparer le remplacement de cette pharmacie. On parlait tout à l'heure de l'exemple de Sadelmi, cité des 17 et tout. Si on doit fermer, pendant cette période, l'administration doit préparer certainement l'ouverture d'une autre pharmacie pour permettre de soulager les populations. Il y a des demandeurs, c'est le lieu de les orienter vers cette zone où on ne pouvait pas implanter parce qu'il y avait déjà une précédente pharmacie. Ça, c'est très important. Mais ensuite, cette période va permettre d'éviter le détournement des médicaments impropres à la consommation. Parce que la fermeture inopinée nous met dans une situation où on ne sait pas parfois où sont passés les médicaments. Donc il est très important que l'administration travaille à ce moment avec, comme on a dit plus tôt, avec la pharmacie pour la gestion de ces médicaments. Pour le pharmacien, ça lui permet de liquider tous les stocks encore propres à la consommation aussi, puisqu'il y a une valeur financière. Il faut quand même qu'il essaie de rentrer dans ses fonds et donc de lui permettre de liquider son fonds de commerce et aussi de lui permettre de liquider toutes ses obligations patronales afin de ne pas laisser son personnel sur le tas. Voilà donc, chers collègues, ce qu'on pouvait dire et les propositions que l'on pouvait faire pour mieux encadrer la fermeture des officines en raison de l'impact que cela peut avoir pour les populations pour lesquelles nous nous sentons très préoccupés, mais également pour l'administration sanitaire et pourquoi pas l'administration générale.